Bien, Madame la Présidente, chers collègues, donc, je remercie Paul Balandreau qui m'a demandé de participer à cette réunion. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de parler à l'Académie de chirurgie et a fortiori dans cet amphithéâtre de prestige où j'ai beaucoup de souvenirs. Voilà, donc je voudrais vous faire part d'une expérience de formation avec des organisations non gouvernementales au damage control chirurgical qui est un peu dans la suite de ce que je faisais quand j'étais dans l'armée. Alors, damage control, bon, tout le monde sait ce que c'est, donc je passe très rapidement. Damage control, c'est un concept global de prise en charge d'un blessé hémorragique instable. Deux parties. Damage control, ressuscitation, c'est tout ce qu'on fait entre la blessure et l'arrivée au chirurgien pour le maintenir et prévenir cette triade létale. La deuxième partie, le damage control chirurgical, c'est une tactique en 3 temps. Premier temps, chirurgie rapide et partielle. Deuxième temps, restauration d'une constante physiologique, réanimation. Et un deuxième temps chirurgical, 24 à 48 heures après. Donc quand je parle de formation de damage control chirurgical, c'est la formation à la tactique et au premier temps chirurgical dont je parle. Alors j'ai pu donc avec un certain nombre d'ONG, Chaîne de Espoir, MEA du Sommet, IASO, faire un certain nombre de missions en Ukraine. Ces missions étaient ciblées sur 2 points. Le soutien médical à l'activité chirurgicale des hôpitaux en fournissant du matériel et les formations. Donc je vous montre les endroits où j'ai pu aller. Donc en vert, c'est les endroits où j'ai pu visiter des hôpitaux pour évaluer les besoins. Et en jaune, Vif et Kharkiv, les endroits où je suis allé pour faire ces formations et où ces formations se continuent. Alors je passe rapidement, puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui, sur le soutien aux hôpitaux. Donc j'ai pu visiter une quinzaine d'hôpitaux, discuter avec certains chirurgiens, voir parfois quelques blessés, en sachant qu'il est toujours très difficile d'avoir donc compte tenu d'un souci de confidentialité, d'avoir des renseignements exacts. Voilà, donc qu'est-ce qui ressort de la guerre en Ukraine? Alors, de ce qui ressort de la littérature qu'on commence à voir, des discussions que j'ai pu avoir, c'est le nombre de blessés. Le nombre de blessés, je me garderai bien de donner le moindre blessé, parce que si vous allez sur Internet, vous trouverez le nombre de blessés militaires, civils, la répartition, etc. Ça varie de 1 à 10 ou 1 à 100, donc je ne donnerai aucun chiffre. La seule chose qui est sûre, c'est que c'est un conflit de haute intensité sur le territoire national, avec un certain nombre d'éléments qui semblent ressortir. Les évacuations sont très difficiles parce qu'elles sont dangereuses, elles peuvent se faire que par voie terrestre, elles peuvent se faire que la nuit, et donc la conséquence, ce sont des très longs délais d'évacuation. Pour les blessés, il y a un très grand nombre de blessés, la très grande majorité, pour ne pas dire 100%, ce sont des blessés par explosion, éclat ou explosion, il y a très peu de plaies par balle, il n'y a pratiquement pas de combat d'infanterie. Il y a probablement moins de blessés graves hémorragiques, parce qu'un certain nombre, les blessés hémorragiques graves du thorax et de l'abdomen meurent probablement avant d'arriver au chirurgien. Il y a comme toujours une grande, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a 70 à 80, voire 90% de plaies des membres, et avec ce problème des garrots prolongés, les garrots sont mis en place, mais ils sont parfois enlevés un peu tardivement. Enfin, il semblerait qu'il y ait un type de blessure un peu différent de ce à quoi on était habitué, c'est les polycribages thoraciques, une grande quantité de blastes cérébraux aussi, qui sont probablement la conséquence de l'utilisation de drones. Enfin, je dis tout ça au conditionnel parce que je ne l'affirmerai pas. La première structure chirurgicale qui reçoit le blessé, on appelle ça les points de stabilisation. Alors, des discussions que j'ai eues, les points de stabilisation, il y a de tout. Il y en a certains, c'est un rôle 1, il n'y a pas de bloc opératoire, donc on stabilise, mais il n'y a pas de bloc. Il y a certains qui ressemblent un peu au rôle de militaire. Il y en a même où il y a 7 ou 8 blocs, voire la possibilité de mettre de rébois. Et enfin, en certains cas, le point de stabilisation, c'est l'hôpital civil le plus proche qui reçoit les blessés. Donc, c'est un concept assez large. Et enfin, les personnels de santé qui reçoivent, ce sont soit des militaires, soit des civils, soit entre les deux, des militaires qui ont été mobilisés, des civils, pardon, qui ont été mobilisés pour devenir des militaires. Alors je vous montre un exemple qui m'a été donné par un jeune médecin français là, qui est allé travailler là-bas, un urgentiste qui a fait cette thèse là-dessus. Vous voyez, donc ça fait réfléchir à la prise en charge préhospitalière. Ce patient avait une plaie de la jambe gauche, que vous pouvez voir là un peu au-dessus du mollet. On lui met un garrot à la racine de la cuisse. Il avait du sang sur l'autre manche du pantalon, on lui a mis un deuxième garrot à la racine de la cuisse, et il a été reçu par le chirurgien 24 heures après, donc double désarticulation de hanche. Donc ça fait réfléchir à la formation, etc. Il y a aussi un autre exemple que m'a montré un chirurgien à Lviv, d'un garrot, c'est le maximum de durée qu'il avait, un garrot qui reste en place 4 jours, garrot du membre supérieur, vous voyez le résultat, et donc la nécessité d'une chirurgie reconstructive très, très complexe qui a pu être faite. Voilà, donc je reviens sur la formation. Donc le professeur Raphaël Pitti, avec son ONG USOME, MED et Chaîne de Espoir, a créé à Lviv
un centre de formation à la médecine de guerre qui a ouvert en août 2022 et qui a été mené par 3 projets successifs avec différentes ONG, Chaîne de Espoir, MEAD et Chaîne de Espoir. Mais il faut bien le retenir quand même, le financement de ces 3 projets, pour la quasi-totalité, c'est le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, donc c'est la France. Alors les formations qui ont organisé, donc, tout un tas de formations en médecine de guerre que je ne détaille pas, mais échographie, médecine de guerre, psychotraumatisme, etc. Donc ils sont très nombreuses, il a pu former beaucoup de gens comme ça. Et il m'a demandé dans le cadre de ce centre de faire une formation à la chirurgie de guerre. Donc j'étais un peu sceptique au début en me demandant est-ce qu'il y avait vraiment un besoin dans la mesure où ils font la guerre depuis 2014 et que je pensais qu'ils avaient peut-être une certaine expérience qui avait été publiée d'ailleurs dans certains ouvrages. Ce qui m'a été dit, c'est qu'on souhaitait former les chirurgiens civils qui, eux, avaient reçu ce type de blessés sans être formés au préalable. Que voulait-il comme type de formation? Une formation courte et une formation de formateur pour qu'ils aient assez rapidement une autonomie. Donc j'ai réfléchi sur les formations auxquelles j'ai pu participer ou qui sont faites en France. Donc la formation CACHIRVEX que beaucoup d'entre vous connaissent, 5 modules sur 3 jours. La formation spécialisée transversale, on parlait des FST, donc chirurgie de guerre et de catastrophe, qui est coordonnée par Catherine Arvieux et Paul Balandreau, qui 3 séminaires sur 1 an, qui est ouverte aux civils et aux militaires. Donc ces cours sont d'excellents cours, mais ils sont trop longs, puisqu'ils sont répartis sur une année, et par ailleurs, les chirurgiens ukrainiens ont beaucoup de mal à sortir de leur pays, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. On a quand même pu faire venir 2 chirurgiens ukrainiens sur un des modules de FST. Ils ont été très intéressés de voir notre formation. Donc le deuxième type de formation que je vais proposer, c'est celle qu'on nous avait mis en place, que j'avais mis en place à Poitiers, à l'issue des attentats. On nous avait demandé de faire des formations pour les civils au damage control. Donc ce cours, en utilisant l'excellent modèle SimLife, le cadavre ventilé perfusé que j'ai déjà montré à l'Académie. Donc c'est des cours sur 2 jours, j'ai pu en faire un dérivé également à la Réunion en 2024. Et un de ces cours avait été fait en anglais pour des chirurgiens libyens, dont je l'avais appelé ACDSS, Advanced Course for Damage Control Surgery, et c'est donc de ce cours que je me suis inspiré. Alors le premier cours a pu avoir lieu en janvier 2023 à Lviv, donc formation de formateurs, 6 chirurgiens, 2 orthopédistes, 4 viscéraux, d'ancienneté variable, un cours sur 3 jours, des cours théoriques, donc triage, très important, tactique et technique, différentes techniques de damage control chirurgical, discussion de quelques cas cliniques et simulation. Vous voyez ici le programme du cours. Alors les cours théoriques, donc le problème des Ukrainiens, c'est qu'ils sont à l'aise ni avec le français ni avec l'anglais. Donc on avait pris comme option de faire des cours en français, diapositive en anglais, pour ceux qui l'avaient, cours en français, mais traduction directe français-ukrainien, ça évite les doubles ou triples traductions qui sont parfois compliquées. Voilà, donc un certain nombre de cours étaient en visioconférence et vous pouvez reconnaître ici le professeur Rigal qui faisait le cours de damage control orthopédique. Alors pour la simulation qu'utiliser, il y a 3 manières de faire la simulation. Les mannequins, alors pour le thorax et l'abdomen, tous les mannequins qu'on a fait pour l'instant sont totalement inopérants et très peu réalistes. Pour le membre vasculaire et l'os, il y a de très bons mannequins, mais assez coûteux pour les mannequins vasculaires. L'os, par contre, il y a de très bons mannequins. Les sujets anatomiques, c'est l'idéal, en particulier les sujets anatomiques ventilés perfusés, mais ça n'est pas autorisé par la législation ukrainienne. Donc il restait les réacteurs biologiques, les porcs en l'occurrence, bien entendu dans le respect absolu de la législation, des règles d'éthique et des règles locales qui sont à peu près aussi complexes qu'en France. Donc l'avantage des simulations sur réacteurs biologiques, ce sont des vraies hémorragies. Il y a une consistance des tissus qui est vraie, il y a des vraies hémorragies à arrêter. Donc on a pu faire ça après avoir établi une convention avec l'école vétérinaire de Lviv. Et donc les gestes qui sont faits, c'est ceux qu'on faisait à CACHIRVEX ou à FSD, donc dans un ordre très précis pour rentabiliser au maximum le réacteur biologique, la parotomie, plaie de l'intestin, contrôle de l'hémorragie, mise en place d'un shunt sur l'aorte, thoracotomie, plaie du cœur, plaie du poumon. Vous voyez ici donc l'hémostase d'une plaie du cœur, donc qui est à mon avis très intuitive. Il y a peu de chirurgiens qui ont vraiment vu une plaie du cœur. Si on fait une et qu'on a fait une avant sur le réacteur biologique, je pense qu'on a plus de chances de sauver son patient. Bon, pour les fixateurs externes, ça a été évoqué par Nicolas Escalopier tout à l'heure, c'est damage control chirurgical, des montages simples et rapides à la portée d'un chirurgien non orthopédiste. Ce montage sera ensuite complété ou modifié au moment du deuxième temps de damage control chirurgical. Donc on le fait sur des modèles osseux et on fait les montages simples sur le membre inférieur et sur le coude uniquement. Donc comme tout cours à l'issue du cours, il y a une évaluation avec un questionnaire de 10 questions. Donc vous voyez l'évolution d'une progression
des connaissances et également une évaluation de la satisfaction des élèves. Donc le cours était jugé très utile par tous. On remet des diplômes, un diplôme en anglais et en ukrainien. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'action de Raphaël Pitti, on a pu avoir l'agrément des autorités universitaires pour ce diplôme. Donc le but, c'était de faire une formation de formateurs. Et là, j'étais aussi un petit peu sceptique, mais finalement, j'étais agréablement surpris, puisque je leur ai envoyé tous les cours en anglais. Ils ont traduit en ukrainien. Ils ont pu faire le deuxième cours moins d'un mois après, sous la coordination du docteur Smaliuk, qui est un chirurgien orthopédiste de Lviv. Même programme, cours traduit en ukrainien, et ils ont formé là seulement 4 chirurgiens, dont 2 de Kharkiv, dans l'hypothèse de faire après un cours à Kharkiv. Donc vous voyez le cours en ukrainien. Ici, les diapositives également traduites en ukrainien. À l'issue, une évaluation et un débriefing avec les instructeurs. Donc j'étais allé en particulier... Le plus difficile dans ces enseignements, c'est pas tellement l'enseignement théorique, c'est de leur apprendre à enseigner sur réacteurs biologiques, parce que comme beaucoup de chirurgiens, ils ont envie de tout faire. Non, il faut pas tout faire, il faut laisser faire l'élève. Mais bon, ça, quel que soit le pays, c'est pareil pour les formateurs. Voilà, donc j'ai pu mettre en place un cours à Kharkiv au mois de mars. Donc l'avantage, ou plutôt l'inconvénient de Kharkiv, c'est que c'est très proche de la Russie et donc des conflits, qu'un certain nombre de chirurgiens avaient déjà été impliqués dans ce genre de conflit. Et là, les cours sont faits sous l'égide du professeur Makarov, qui est un chirurgien thoracique de Kharkiv. On a fait de la même manière une convention. Le premier cours a été fait dans les cliniques vétérinaires pour chiens et chats, mais qui disposaient d'un bloc opératoire. Et ensuite, on a pu le faire dans un laboratoire, une animalerie, bloc opératoire de l'Institut de l'Université de microbiologie. Bien entendu, signature d'une convention, respect des règles d'éthique. Donc j'ai pu y retourner régulièrement à Lviv et à Kharkiv pour évaluer un peu les cours, pour me faire quelques modifications. Pour les fixateurs externes, au départ, on est parti avec Orthofix. Maintenant, on utilise des fixateurs externes de fabrication locale qui sont plus réalistes, puisque c'est ceux qu'ils ont, un peu plus difficiles à mettre. On a pu modifier certains cours, discuter sur le fait que les cours se fassent en 2 ou 3 jours. Et surtout, lors de la dernière mission, j'ai pu discuter avec des chirurgiens qui avaient été sur des points de stabilisation, comme ce jeune chirurgien que vous voyez ici. Et c'est extrêmement intéressant, parce qu'on sentait bien qu'ils avaient été mis en face de situations à laquelle ils n'avaient pas été du tout préparés, y compris pour certains militaires. Voilà, donc le bilan donc à 28 mois, donc environ 70 cours, 418 chirurgiens ont été formés, dont 126 chirurgiens militaires, et la majorité des chirurgiens sont des chirurgiens généralistes, avec également des orthopédistes et des chirurgiens d'autres spécialités. Voilà ici le lieu d'exercice des chirurgiens formés, donc on a pu former dans un peu toute l'Ukraine, une majorité dans l'Est et le Sud, ce qui est normal puisque c'est eux qui sont plus proches des conflits, en sachant que ceux qui sont formés à l'Ouest ou au Centre, ils sont de toute façon, ils peuvent très bien être mobilisés ou ils peuvent être confrontés à ces types de blessés s'il y a un bombardement à côté de chez eux. Bon, alors l'utilité du cours, donc question que je me posais au départ, donc j'ai pu faire le bilan des évaluations des auditeurs, donc 366 questionnaires sont exploitables. Et si on regarde la note sur 10 sur le pré-test, en pré-test, on voit que la moyenne tout chirurgien confondu est de 4,6. Pour les militaires, elle est de 5,2, un petit peu au-dessus, mais pas tant que ça. Pour les orthopédistes, de 3,9, ce qui est un peu normal dans la mesure où le questionnaire porte essentiellement sur les questions de viscérales. À l'issue du cours, donc une moyenne de 1,3, donc une progression de 4,7. Alors si on rentre un peu dans le détail des questions, ce qui est intéressant de voir, c'est que 60% disent qu'ils connaissent damage control chirurgical, mais seulement 18% savent que c'est une tactique en 3 temps. Et si on rentre dans le détail des gestes techniques, on voit que moins de 50% connaissent certains gestes de base, comme le packing hépatique, le packing pelvien sous-péritonéal, le shunt vasculaire, qui sont quand même des techniques qui sont totalement inconnues par plus de la moitié des chirurgiens. L'évaluation à satisfaction, bon, les 93% jugent très utile et 80% pensent qu'ils ont vu beaucoup de choses nouvelles. Il y a des commentaires libres. Ces questions d'évaluation sont anonymes, donc ça permet aux gens de se lâcher s'ils le souhaitent. Donc, ce qui revient assez souvent, c'est le regret de ne pas en avoir bénéficié plus tôt. Et manifestement, j'ai vu quelques jeunes chirurgiens qui étaient pas loin d'un syndrome post-traumatique, qui avaient été confrontés. Et c'est encore plus difficile quand la situation est difficile, si on n'a pas été formé avant. Le problème des amputations, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait comme amputation sur un garrot qui est resté 24 heures. J'avoue que je n'ai pas réponse à la question. J'ai demandé à mon camarade légal de faire un petit diapo, est-ce qu'il faut couper à l'endroit, enfin voilà. Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir. La question récurrente de damage control pour plaie du crâne et de la face, qui est un peu complexe. Pour moi, le plaie du crâne dans ce contexte, ça c'est peut-être pas une priorité, mais bon, voilà. Donc, et enfin, certains, c'est l'excès inverse, demandent si on ne pourrait pas faire Reboa damage control. C'est vrai que certains utilisent Reboa en damage control, mais dans le contexte, ce n'est pas en tout cas ce que nous enseignons.
Voilà, pour l'avenir, moi j'espère pour eux que le conflit va s'arrêter, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Dans les médias, les cours se poursuivent. Le 3e projet se terminera en octobre. Il y a une discussion pour faire un 4e projet et éventuellement on modifiera certains éléments. Et surtout, ça a été évoqué largement par le professeur B, mais il y a tout, et là ils en ont pour des années de travail sur la prise en charge des séquelles, la chirurgie réparatrice. J'ai assisté à un congrès à Lviv. Unbroken, c'est un peu les invalides de Lviv, c'est une nouvelle structure, et j'ai découvert ce que je ne connaissais pas, l'ostéo-intégration de prothèses, c'est-à-dire les prothèses qui sont plantées dans le... Voilà, donc il y a tout un travail qui sera à faire là-dessus. Alors l'Arménie, je passe rapidement, mais c'est important quand même. L'Arménie, c'est un petit pays dont on parle peu, malheureusement. Donc très ancien pays, 3 millions d'habitants. Donc il est en conflit récurrent avec l'Azerbaïdjan. Et en 2020, il y a eu ce qu'ils ont appelé la guerre des 44 jours, 3825 morts pour une population de 3 millions d'habitants. C'est quand même, ça ferait 60 000 morts pour nous, donc ça fait un peu réfléchir. Ils ont eu une invasion en 2003, et donc ils sont inquiets pour l'avenir. Et à l'occasion d'un congrès que je faisais là-bas, ils m'ont demandé de mettre en place une formation à chirurgie de guerre. Donc j'ai fait exactement de la même manière avec 2 ONG, Chaîne de Espoir, et une ONG franco-arménienne, Ayasso, avec pour les réacteurs biologiques, puisque les sujets atomiques ne sont pas autorisés non plus en Arménie. On a fait une formation de formateurs, une formation par un formateur sous l'égide du professeur Danielian, qui est un chirurgien thoracique d'Erevan. Le 3e cours, ils l'ont fait en autonomie, et après 18 mois, il y a 93 chirurgiens qui ont été formés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cours donne des crédits de formation attribués par le ministère de la Santé. Voilà, et alors ça permet aussi quelques échanges pédagogiques qui ne sont pas inintéressants. Moi, chaque fois que j'y vais, je discute un peu avec eux. L'école de chirurgie ukrainienne et arménienne qui dérivent probablement de l'école de chirurgie russe, ou sont un peu différentes des nôtres, ça se voit un peu dans la gestuelle. Ils ont des principes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, mes cours, ils ne sont pas labellisés, donc je leur dis que s'ils veulent changer certaines choses, qu'ils n'hésitent pas. D'ailleurs, quand ils font leurs cours, ils disent les Français font comme ça, et nous, on ferait plutôt comme ça. Mais c'est bon, moi, ça me va très bien. Une discussion récurrente, c'est l'abdomen ouvert. Moi, j'ai toujours enseigné que l'abdomen ouvert, on ne drainait pas, sauf en cas de lésion pancréatique. Eux, ils disent que quand ils ne drainent pas, ils se font engueuler parce que, effectivement, dans un contexte où le patient avec un abdomen ouvert va mettre 1, 2 ou 3 jours à être évacué, il est peut-être prudent d'avoir un drainage qui permettra de voir si... Voilà, donc c'est des discussions intéressantes. Donc j'ai pas... Et enfin, il y a des apports pédagogiques. Donc nous faisions sur les réacteurs biologiques la sternotomie, en sachant que la sternotomie chez le porc est assez loin de ce qu'on fait chez l'homme, parce que le sternum est angulé comme ça, donc c'est pas très proche. Il se trouve qu'à Kharkiv, vous avez perdu le sternotome. Le chirurgien thoracique a fait un clamshell, donc bithoracotomie. Il m'a envoyé les photos et le film. J'ai trouvé que c'était très bien, alors que nous, on pensait que c'était pas bon pour le réacteur biologique, qui pouvait mourir après un clamshell. Du coup, je l'ai essayé à l'occasion d'une FST à Lyon, et j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et donc, maintenant, à Lviv, à Kharkiv et en Arménie, ils font le clamshell grâce à l'innovation du professeur Makarov. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, donc je terminerai par ce schéma donc, qui n'a aucune valeur scientifique. Hein, mais j'ai comparé les réponses au niveau de 336 chirurgiens ukrainiens, 93 arméniens et 21 Français. 21 Français étant des chirurgiens qui ne faisaient pas d'urgence. On voit que donc il y a un certain nombre de choses qui sont peu connues. On peut pas comparer parce que l'âge et les spécialités d'ancienneté sont différentes. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que le shunt vasculaire, le packing pelvien pré-péritonéal, qui sont des techniques très simples, qui peuvent sortir de situations très difficiles, sont connues par très peu de chirurgiens. D'où l'importance, à mon avis, de leur apprendre ces techniques. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Paul Balandreau, puisque ça fait réfléchir au conflit de haute intensité. Quelle réponse on doit faire? Avant la chirurgie, manifestement, il faut adapter la formation. Maintenir le blessé, bon, c'est le fameux golden day, peut-être malheureusement accepter une augmentation de la mortalité. Pour les chirurgiens, il faut multiplier rôle 2 et chirurgien, mais le bon rôle 2, il doit être à la fois enterré pour être protégé et mobile pour suivre les combats. Donc c'est assez complexe à associer. Et est-ce qu'on peut utiliser plus de non-chirurgiens? Oui, mais il faut savoir que les communications sont très difficiles. La téléassistance, qui paraissait quelque chose de très intéressant, si on envoie un message, on est mort parce qu'on reçoit un drone. Donc il n'y a plus de téléassistance. Donc tout ça, il faut y réfléchir. Enfin, il faut former plus de chirurgiens. Qu'est-ce qu'on donne comme formation? Là aussi, j'ai un peu hésité. Est-ce que le damage control chirurgical reste d'actualité dans un conflit de haute intensité? À mon avis, oui, parce que si un blessé hémorragique instable a eu la chance d'arriver jusqu'au chirurgien, ça serait dommage de ne pas lui faire un damage control. Inversement, s'il y a un grand afflux de blessés, le damage control, c'est ce qui permet d'opérer le plus grand nombre de blessés.
La question sera peut-être au triage, ce que j'appelle le triage post-chirurgical, c'est qu'une fois qu'on a opéré tous ces blessés, quels sont ceux qu'on va garder intubés, ventilés parmi les abdomens ouverts, quels sont ceux qu'on va évacuer en premier, voilà. Mais ça, je dirais que ce ne sera plus le problème du chirurgien qui a reçu le premier blessé. Voilà, donc je crois que, pour conclure, que tout chirurgien, quel que soit son pays, qu'il soit civil ou militaire, devrait, et quelle que soit sa spécialité, devrait connaître la tactique et les principales techniques d'un damage contrôle chirurgical, parce qu'il sera peut-être un jour confronté à un afflux de blessés près de chez lui. Je vous remercie. Oui, Albert Claude. Oui. D'abord, bravo et merci pour cet exposé remarquable, avec un engagement personnel, ce n'est pas étonnant, du général Pons, son engagement en Ukraine, en Arménie. En tous les cas, ça me semble une illustration, finalement, quand en 2022, au niveau de l'Académie de chirurgie, nous avions décidé de mettre l'accent sur l'importance de la préparation à l'aide aux victimes des grandes catastrophes civiles ou militaires. Là, c'est la continuité, parce que 2022, c'est le début de la guerre en Ukraine, et c'était anticipatoire de ce qu'on avait fait avec Raphaël Pitti, auquel on avait remis le prix des chirurgiens de l'impossible. Et je crois que vous faites un travail à la fois exemplaire, et conclusions me paraissent peut-être dans le cadre d'une mission commune, puisque aujourd'hui c'est une séance commune de l'Académie de santé militaire et de l'Académie nationale de chirurgie. C'est peut-être, et d'ailleurs, un programme qu'on pourrait essayer d'instituer au niveau de la coordination, qu'on essaye de mettre en place des écoles de chirurgie en France. Et donc l'idée qu'il y ait des modules de ce type pour toutes les écoles de chirurgie en France, ça pourrait être aussi bien donc civil que militaire. Mais là, ce serait véritablement une diffusion d'une culture qui échappe malheureusement, on voit à beaucoup d'entre nous, et où les services qu'on pourrait attendre à la fois pour des missions de solidarité, mais aussi peut-être ce qui pourrait nous arriver au coin de la rue quand il y a un drone ou une bombe qui éclate. Donc c'est véritablement, je ne sais pas, je pourrais peut-être reprendre ce sujet avec Carole et avec Hubert et l'ensemble des collègues de l'Académie de chirurgie pour que les écoles de chirurgie aient un module de formation de tous les chirurgiens au damage control. Avec une formation transversale et une habitude à travailler en équipe. Oui, exactement. Plus bénéficier de l'expérience des militaires, parce que et des ONG qui sont engagés. L'expérience des militaires est absolument indispensable. Sûr. Deux précisions. Effectivement, l'Académie avait remis, par l'intermédiaire de la Fondation de l'Avenir, dont elle est partenaire, avec laquelle elle est partenaire, avait remis à Raphaël Pitti une somme dépassant les 100 000 euros en 2022, pour justement qu'ils commencent à installer les MEAD, etc. L'école de Lviv, c'était intéressant. Tout à fait, mais ça a participé, je pense, à l'ouverture, à l'achat de matériel et de simulation à l'école de Lviv. Alors, deuxième précision, les gestes techniques dont tu parles, là, viennent d'être introduits, grâce d'ailleurs à l'action du général Balandreau et de la Société française de chirurgie d'urgence. Ils viennent d'être introduits dans la nomenclature française, ce qui permettra une traçabilité de ces actes, en tout cas sur le territoire national. Et moi, je voulais te poser une question. Moi, le matin et soir, j'entends parler de drones. Ça a l'air très tendance, les drones. Et donc, tu disais que peut-être ça causait des lésions un peu spécifiques. Oui, alors je vous dis, tout ça sous réserve, il y a plus probablement de lésions crâniennes, parce que polycribage crânio-thoracique, parce que l'explosion viendrait du haut, alors qu'autrefois on voyait surtout des explosions qui venaient du bas. Donc on avait membre inférieur, pelvis. Moi j'ai appris, et j'ai enseigné membre inférieur, méfiez-vous, ça a pu monter jusqu'au pelvis. Là c'est plutôt l'inverse semble-t-il, et je vous dis tout ça c'est sous réserve, hein, mais il y aurait des lésions plutôt pour le crânio-thoracique et en plus, parfois sans lésions, mais des blastes cérébraux assez nombreux dans la thèse de Bonneman. Là, il donne 40% de blastes cérébraux, je crois. Oui, c'est-à-dire contusion cérébrale par le blast, par l'explosion, sans qu'il y ait forcément de fragments. Quand il y a une explosion, il y a le fragment qui peut rentrer, mais il peut y avoir sans fragments les lésions liées à la surpression, à l'explosion. Est-ce qu'ils ont des équipes de ramassage en Ukraine? Oui, mais alors... Est-ce qu'il y a un réanimateur dans cette équipe? Non, je ne pense pas, non. Je pense que Paul Balandreau vous en parlera mieux que moi, mais
Je pense non. Leur problème, c'est que, je pense qu'il vous dira ça, les médecins ont été reculés. Parce que si on les met devant, ben, il n'y aura plus de médecins. Donc les médecins, je crois, à la louche, ce sont à 7 km et les chirurgiens sont à 14 km. Bon, c'est un peu théorique, mais il y a donc un retrait. Il y a des équipes de ramassage qui sont probablement pas médicalisées et peut-être pas forcément très infirmiérisées non plus. Voilà, donc, une démédicalisation de l'avant. Comment ? Il y a une démédicalisation de l'avant nécessaire et une chirurgicalisation des médecins généralistes. Oui. Oui, on revient. La chirurgisation, il y a un grand débat, mais bon, j'avoue que je n'ai pas la réponse à la question, mais tu vas en parler. Bon, je ne déflore pas ton sujet. Alors, mais à la bataille de Dien Bien Phu, vous parliez du problème du garrot. Les chirurgiens sur place à Dien Bien Phu recevaient des patients pour lesquels le garrot était un fil de fer métallique, hein, oui. Pris dans les défenses. Là. Mais les délais étaient beaucoup plus courts. Les délais étaient un peu plus courts. Là, le problème, c'est le délai. C'est le délai et l'absence de réévaluation du garrot, comme on apprend nous. On met le garrot, on le sort, on l'enlève, il sert à rien, on met un pansement compressif, voire on le baisse un peu. On pourrait amputer au niveau de la jambe ou au niveau de la hanche, si on l'a. Voilà. Mais ça, manifestement, il y a eu un problème de formation qui fait qu'ils réfléchissent beaucoup à la question. Je pense que ça va changer, mais il y a eu pas mal d'articles sur la question. Les Ukrainiens font preuve d'une imagination en matière de technologie militaire. Tu es allé là-bas pour enseigner des technologies, des techniques chirurgicales. As-tu inversement appris des choses ou modifié certaines conduites à tenir dans certaines circonstances? Non, certains traitements. Damage control chirurgical, c'est quand même c'est pas très compliqué. Damage control, c'est des techniques assez simples. C'est plus de la tactique que des techniques. Donc j'ai rien vu de nouveau. Au niveau de la technique chirurgicale pure, on voit que c'est pas la même école de chirurgie que nous. On ne va pas rentrer en détail. Enfin, ils font les nœuds à la pincette au fond du thorax. Pas à mon avis, il vaut mieux faire la main. Enfin voilà, des petits détails comme ça. Mais ça, c'est. Moi, j'interviens pas du tout là-dedans parce qu'ils ont une école de chirurgie et je suis pas là pour refaire l'école de chirurgie. Au niveau de technique, après, moi, j'ai visité. Je crois que c'est à Kherson. J'ai visité. Ils étaient en train de faire un scanner, de mettre des stents coronariens. Enfin bon, ils ont une médecine qui était quasiment la même que la nôtre avant la bataille. Oui, tout à fait. Alors, c'est comme chez nous, c'est variable. Hein. Mais il y a plus d'hôpitaux que chez nous. Dans la mesure où ils n'ont pas encore fermé tous leurs petits hôpitaux. Ils sont peut-être contents maintenant de l'avoir fait. Mais enfin, voilà. Mais sinon, il y a des hôpitaux très modernes et d'autres moins modernes. En général, je me permets une petite question concernant la législation sur l'utilisation de corps humains ou de modèles vétérinaires. Est-ce que la législation l'interdit également dans les études? Parce qu'il me semble qu'à Kiev, il y a un laboratoire d'anatomie et une école de chirurgie qui utilise... À mon avis, dans toute l'Ukraine, c'est interdit. Même dans la capitale? Oui, je crois. Parce que alors, ils aimeraient bien le mettre en œuvre. Alors, pourquoi c'est interdit depuis quand? Je ne sais pas, parce que je sais qu'en Russie, à un moment donné, on le faisait. Je ne sais pas si on le fait toujours. En Arménie, c'est interdit aussi. Voilà, donc je ne sais pas les raisons. Et de votre expérience, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce serait suffisant d'utiliser le modèle, vous appelez ça le réacteur biologique, est-ce que c'est suffisant pour nous? Ou est-ce qu'effectivement c'est imparable de passer au corps humain? Il faut faire les deux, à mon avis. Nous c'est ce qu'on fait à Cachirmec, c'est ce qu'ils font à la FST aussi, parce que le corps humain, c'est la vraie anatomie. Donc le corps humain ventilé, perfusé, SimLife, on a aussi une vraie consistance et on a des vaisseaux qui saignent si on fait un trou dedans. Voilà. Et par contre, le réacteur biologique, c'est une vraie hémorragie. Et si vous n'arrivez pas à arrêter l'hémorragie, le réacteur biologique, il décède. Si vous faites bien, on peut faire jusqu'à 5 à 6 plaies du cœur. Hein. Donc, mais il faut que ça soit bien codifié dans un ordre très précis et il faut que ça soit très discipliné au niveau des... Ce qui n'est pas toujours le cas, mais enfin bon. Voilà. Mais je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais par exemple, si on a les deux, qu'on fasse sténotomie ou clamshell sur le réacteur biologique, ça n'a pas grande importance, à mon avis. Mais si on n'a que le réacteur biologique, il faut faire clamshell. Parce que le clamshell sur le réacteur biologique est beaucoup plus près du clamshell chez l'homme que la sténotomie, qui ressemble très peu à la sténotomie chez l'homme. C'était le sens de vous répondre à ma question, parce que je veux dire, l'éternel problème entre la sternotomie et la bithoracotomie, je veux dire, ça dépend de l'expérience qu'on en a. En tout cas, chez l'homme, on est capable de s'adapter parfaitement à les faire, même par sternotomie, un petit peu allongée en laparotomie, des cures associées. C'est un très vieux débat, ça. Mais voilà, maintenant, c'est ce que je veux dire. Mais la règle maintenant, c'est que vous avez dit que si sur le modèle
c'est utile, ça permet véritablement voilà. mieux et pour un de se préparer. Donc la réponse, vous me l'avez donnée. Voilà, pour un chirurgien non thoracique à l'heure actuelle, on dit qu'il faut faire un clamshell. C'est beaucoup plus simple et c'est aussi rapide. Donc là, je pense. Alors la seule question qui reste maintenant, c'est est-ce qu'on fait uniquement de la thoracotomie latérale gauche et on élargit, ou est-ce qu'on fait clamshell d'emblée? Moi, je pense qu'on commence à gauche ou à droite et qu'on élargit. Mais bon, il y a une vieille discussion en chirurgie thoracique. Voilà. Mais sternotomie, quelqu'un qui n'en a jamais fait, il ne sera pas très à l'aise. Alors que le clamshell, c'est assez facile à faire. Oui, et puis tout dépend ce qu'on veut explorer. Oui.